La liberté d'expression sur le web français est-elle menacée? Malgré une constitution qui garantit la liberté d'expression, le paysage numérique français est en pleine mutation. Entre la fin de l'anonymat en ligne, le blocage administratif de sites et la censure potentielle, qu'est-ce qui nous attend? Dans cette émission, nous allons plonger dans les détails du projet de loi SREN qui fait débat au sein de l'Assemblée et de la société. Nous allons passer au crible les principaux enjeux et défis qui se cachent derrière cette nouvelle législation. Et si vous pensiez que la régulation de l'Internet en France est une affaire conclue, détrompez-vous. Nous vous présenterons en fin d'émission des perspectives et des alternatives qui pourraient bien changer la donne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à un élément qui fait débat au sein de la société et même sur les bancs de l'Assemblée, celui de la régulation de l'Internet. En effet, un projet de loi qui vient tout juste d'être adopté en première lecture par l'Assemblée veut sécuriser Internet en renforçant certains contrôles. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons déjà la réponse à cette question. Les députés ont dit oui à ce projet de loi qui continue de créer la controverse. Mais pas pour tout. Avant de vous dire ce qui se joue vraiment, faisons un bref retour sur ce projet de loi pour bien comprendre de quoi on parle. Dans les grandes lignes, la loi baptisée SREN vise à sécuriser et réguler l'espace numérique en France, en instaurant, entre autres, la fin de l'anonymat en ligne en créant une identité numérique, le blocage administratif des sites pornographiques et le bannissement des harceleurs des réseaux sociaux. Un filtre anti-arnaque pour rediriger les internautes. Alors, je vous le disais à l'instant, les députés se sont prononcés en faveur de certains points comme l'encadrement des sites pour adultes, en filtrant l'accès aux mineurs et en bannissant les cyberharceleurs. Petite parenthèse, savez-vous combien de condamnations il y a eu en 2021 pour des harcèlements en ligne? Vous allez être estomaqué. On vous dit tout ça en fin d'émission. Mais revenons à nos moutons. Pornographie, harcèlement, soit. Mais qu'en est-il de la question de la fin de l'anonymat? Eh bien, c'est rejeté. Mais pour le moment, car le projet de loi va passer dans les mains du Sénat qui risque fortement de durcir ce texte. C'est justement pour cela que, sur Ça coule de source, on a voulu revenir sur cette question et comprendre ce qui se joue vraiment. Pour cela, nous tenterons de comprendre d'abord les raisons et les acteurs qui poussent vers cette volonté de contrôler l'accès au web. Dans un deuxième temps, nous exposerons les limites invoquées par les opposants. Et enfin, nous essaierons de répondre à une question simple, mais importante. Doit-on responsabiliser sans rogner sur les libertés? Le point de départ provient de la députée Marie Guévenoux, qui, au vu de certaines dérives sur la toile, voulait rendre l'espace numérique plus contraint et plus sécuritaire. L'objectif, selon les défenseurs de cette loi, est de rendre Internet au moins aussi civilisé et sûr que l'espace physique en responsabilisant les internautes. Et oui, l'argument premier évoqué est celui de la responsabilisation en ligne. À l'heure actuelle, en cas de publication illégale, un internaute est identifiable par son adresse IP. Cette dernière est ensuite fournie par les plateformes aux autorités, mais seulement sur réquisition judiciaire. Cette adresse IP permet ensuite de le retrouver grâce au contrat qui le lie à son fournisseur d'accès à Internet. Pour la députée Guévenoux, il ne s'agit pas d'un changement profond dans le fonctionnement, mais plutôt d'une prise de conscience des internautes afin qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'anonymat en ligne. Favorable à l'autocensure, elle a déclaré « Il faut bien comprendre ici que l'enjeu porte sur les publications potentiellement illégales ». Que doit-on comprendre par « potentiellement illégales » ? Est-ce qu'une opinion qui n'irait pas dans la doxa gouvernementale pourrait être qualifiée de potentiellement illégale? D'ailleurs, le juriste Cyril Dalmont, spécialiste en éthique numérique, s'est inquiété des conséquences de ce texte sur la liberté d'expression. Selon lui, avec ce projet de loi, toute opinion sociétale deviendrait censurable, dès lors qu'une personne ou un groupe de personnes se sentirait dans une situation intimidante, hostile ou offensante, du fait d'une publication qui ne leur conviendrait pas. À première vue, les défenseurs du projet, qui sont en majorité les députés Renaissance, n'ont pas semblé s'émouvoir des enjeux soulevés par M. Dalmont. Ils ont avancé d'ailleurs plusieurs arguments affirmant que cela permettrait de lutter contre les faux comptes, l'influence étrangère
ou encore les prédateurs sexuels. Il est vrai que l'espace numérique est un terrain de jeu privilégié par certains acteurs pour saboter l'équilibre d'une société. Si l'on veut être plus clair, je vais prendre un exemple d'ingérence étrangère. TikTok, tout le monde connaît. Mais savez-vous qu'en arrière-plan se joue une guerre d'influence de la part du régime chinois derrière cette application? Ça a l'air de rien comme ça, mais l'installation même de l'application sur votre téléphone peut avoir des conséquences importantes sur la gestion de vos données. Ainsi, certaines données sont susceptibles d'être utilisées par le gouvernement chinois à des fins d'espionnage. Conséquence, en mars dernier, tous les élus se sont vus recevoir une mise en garde contre l'utilisation d'applications étrangères comme TikTok, Telegram ou Snapchat, pour ne citer que cela. L'objectif étant de donner l'exemple tout en respectant certaines bonnes pratiques en matière de sécurité. Du coup, le rôle de sécurisation prend tout son sens. Un autre argument mis en avant par les partisans de cette identification obligatoire est de lutter contre l'accès à la pornographie en ligne, jugée trop facile par des enfants et des jeunes depuis plusieurs années. Mais aujourd'hui, le curseur est monté d'un cran. Sera-t-il suffisant? Eh bien, jugez par vous-même. Le projet de loi introduit une nouvelle notion en imposant un écran noir sur tous les sites X, tant que l'âge de l'internaute n'a pas été vérifié et que ce dernier n'a pas prouvé qu'il est majeur après vérification. Cet écran opaque s'afficherait d'ailleurs en toutes circonstances. Petit problème, l'utilisation d'un VPN permettrait de contourner la vérification de l'âge et certains sites web. Certains experts rajoutent la grande difficulté de réaliser ce genre d'opération. Le Royaume-Uni, l'Australie et les USA ont essayé et cela s'est traduit par de retentissants échecs. Nous retiendrons donc de cette première partie la volonté de rendre l'Internet plus sûr en mettant fin à l'impunité. La difficulté opérationnelle à mener certaines actions est la question cruciale de la fin de l'anonymat en ligne. Vous pensiez peut-être que le débat s'arrête ici. Détrompez-vous. Car les différentes prises de position sur la levée de l'anonymat en ligne ont suscité de vifs débats sur la question même de la liberté d'expression et soulèvent des inquiétudes. Nous verrons dans cette partie les dangers relatifs à la mise en place de telles mesures et les menaces sur la liberté d'expression. Pour avoir un début de piste, partons de la déclaration de Bastien Lequérec, juriste à la Quadrature du Net. Dans une démocratie, la fin ne peut pas toujours justifier les moyens. C'est tout le débat qui est soulevé aujourd'hui. La Quadrature du Net estime que c'est un pas de plus contre les principes fondateurs de l'Internet. Pourquoi? Eh bien, l'argument avancé par M. Lequérec est qu'en substance, si un pays veut bloquer l'accès à un site, il passe habituellement par les fournisseurs d'accès à Internet. Là, ce serait un peu comme au navigateur, comme Firefox ou Chrome, de bloquer l'accès à un site si le gouvernement le demande. Selon lui, les navigateurs deviendraient des sortes d'auxiliaires de la censure. Kevin Limonier, juriste à la Quadrature du Net, rappelle que l'idée fondatrice de l'Internet est libertaire. Il prend l'exemple de la guerre en Ukraine. Dans les premiers jours de la guerre, la Russie avait décidé de contraindre ses fournisseurs d'accès à Internet, à bloquer certains sites. Les députés du groupe Renaissance envisagent de conférer au gouvernement un nouvel instrument pour réguler, ou plutôt censurer, le web. Ce n'est pas seulement une question de liberté d'expression. Bastien Lequérec va même plus loin en soulignant que cette initiative pourrait éroder la confiance que les utilisateurs placent dans leur navigateur Internet. Finalement, quel risque cela pourrait-il engendrer? Le passage d'une censure judiciaire à une censure administrative est particulièrement inquiétant. Dans un système judiciaire, il y a des garde-fous, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et des critères juridiques clairs pour déterminer ce qui constitue un discours illégal. Une censure administrative, en revanche, pourrait être plus arbitraire et moins transparente, ce qui ouvre la porte à des abus potentiels. Ah, la censure administrative, cette merveilleuse invention qui nous rappelle les jours heureux de la censure soviétique, qui a besoin d'un procès équitable quand on peut avoir une bureaucratie efficace. La députée LFI Ségolène Amiot explique qu'il faut que la décision soit totalement décorrélée des pouvoirs publics
et particulièrement du pouvoir politique, pour qu'elle soit totalement indépendante et juste. Comme l'a souligné l'élu Ségolène Amiot, rien n'empêche l'exécutif d'étendre la portée de la loi à d'autres domaines via des amendements. Aujourd'hui, il peut s'agir de sites pornographiques, mais demain, cela pourrait inclure des sites politiques, des blogs, des forums. La définition de ce qui est considéré comme terroriste ou dangereux pourrait être élargie pour inclure des voix dissidentes. Finalement, sous couvert de lutter contre des contenus illégaux et la préservation de la stabilité nationale, la Chine et la Russie n'ont-ils pas, eux aussi, mis en place ce type de dispositif? La Chine, avec son système de grande muraille, qui est devenu l'un des mécanismes de censure d'Internet les plus sophistiqués du monde. Le système a été largement critiqué pour avoir étouffé la liberté d'expression et avoir servi d'outil de répression contre, justement, les dissidents et les minorités. La Russie, de son côté, grâce à l'instauration de lois sur la souveraineté de l'Internet, ont permis de surveiller, filtrer et contrôler le trafic Internet. Officiellement, ces mesures sont présentées comme nécessaires pour la sécurité nationale, mais elles ont été utilisées pour bloquer l'accès à des sites d'opposition, des médias indépendants et des plateformes de médias sociaux, utilisées pour organiser des manifestations. Ces exemples montrent comment des mesures initialement présentées comme des moyens pour protéger les citoyens ou la sécurité nationale peuvent être détournées pour restreindre la liberté d'expression et cibler des voix dissidentes. Bien que la loi Sren en France puisse avoir des objectifs différents et opérer dans un contexte démocratique, les risques potentiels pour la liberté d'expression demeurent une préoccupation légitime. Alors la question centrale est: comment responsabiliser sans rogner sur les libertés? Et c'est là que s'ouvre notre dernière partie qui tentera d'apporter humblement certains éléments de réponse à cette question épineuse. Avant d'attaquer, je vous donne la réponse à la question posée en début d'émission sur le nombre de condamnations pour faits de harcèlement en ligne. Vous allez voir qu'il y a une vraie progression. Regardez ce graphique est parlant. 11 en 2018, 21 en 2019 et 54 en 2021. Pas mal. 54 000. Ah pardon, 5400? Ah non, encore perdu. 54. Je vous l'avais dit, vous seriez estomaqué. Alors revenons à notre point essentiel, la liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est le fondement même de toute société démocratique. Comme l'a dit Noam Chomsky, si on ne croit pas à la liberté d'expression pour les gens qu'on méprise, on n'y croit pas du tout. Mais attention, cette liberté a ses limites. Vous ne pouvez pas simplement dire ou faire n'importe quoi en ligne et vous attendre à ce qu'il n'y ait pas de conséquences. La loi est là pour équilibrer cette liberté avec la responsabilité. Maintenant, voilà où ça se complique. Comment faire pour que cette responsabilité ne devienne pas un prétexte pour limiter notre liberté d'expression? Parce que soyons clairs, des lois comme la loi Sren en France posent des questions sérieuses. Comme l'a souligné la Quadrature du Net, la régulation de l'Internet par l'État peut facilement devenir un outil de censure. Est-ce qu'on donne trop de pouvoir à l'État sous le prétexte de la sécurité ou de protection des mineurs? C'est une question cruciale. Alors, quelle pourrait être la solution? Une des pistes possibles est qu'une autorité indépendante au niveau européen puisse prendre en charge cette question. Cette autorité serait chargée de vérifier notre identité en ligne tout en respectant notre vie privée et notre liberté d'expression. Cette autorité pourrait aussi superviser comment le contenu en ligne est régulé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de censure. Il faut savoir que l'identité numérique est le reflet ou la projection de soi sur Internet. Toutes les traces laissées par l'internaute comprennent des risques. Citons l'usurpation d'identité ou l'atteinte à la réputation en ligne. Cependant, dans les faits, concilier à la fois la protection des données personnelles au niveau européen et la liberté d'expression peut parfois s'avérer difficile. Et cela malgré l'existence du règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD. Pour l'instant, la mise de l'identité numérique sous contrôle d'une autorité réellement indépendante n'est que peu probable, puisque les députés se sont positionnés contre. Mais l'Assemblée a approuvé l'idée de donner accès à une identité numérique à tous les Français qui le souhaitent, d'ici à 2027. Les internautes ne seront donc pas obligés d'en être détenteurs pour ouvrir un compte sur les réseaux sociaux.
mais le dispositif est d'ores et déjà possible. Si tout le monde s'habitue à utiliser ce genre d'outils pour s'identifier en ligne, il n'est pas inenvisageable que cela puisse s'étendre au reste de la population dans le futur sous le joug d'une nouvelle loi. Le principe du ballon d'essai pour transformation ultérieure est régulièrement utilisé par nos gouvernements. Surtout que France Connect, la solution proposée par l'État, comptabilise déjà 40 millions d'utilisateurs. Bon, mettons de côté un instant cette identification numérique et tentons de répondre à notre question. Vous vous souvenez, comment responsabiliser sans rogner sur les libertés? Deux volets envisagés, le curatif et le préventif. Pour le curatif, tournons-nous vers l'Allemagne avec la loi, pardon pour le nom, NetzDG. Cette loi allemande exige que les plateformes en ligne suppriment les contenus haineux dans un délai donné. Elle implique à la fois le contrôle judiciaire et la transparence dans le processus de suppression des contenus. Voici un exemple concret de comment la transparence et le contrôle judiciaire peuvent fonctionner ensemble. Pour le préventif, il faudrait plutôt se tourner vers 3 points. La participation citoyenne, l'autorégulation et l'éducation. Ces 3 dispositifs ont pour base commune de mettre le peuple au centre du sujet. Par exemple, l'Estonie a mis en place un système de gouvernance électronique qui inclut la transparence et surtout la participation citoyenne dans le processus législatif. La Suède, elle, a intégré l'éducation aux médias dans son cursus scolaire. Le Canada, enfin, a un comité éthique qui examine les questions liées à la technologie et qui inclut des membres de la société civile. Cela encourage une forme d'autorégulation et l'adoption de normes éthiques. En résumé, trouver cet équilibre entre responsabilité et liberté n'est pas simple, mais c'est faisable. Il faut juste une régulation bien pensée, transparente et surtout indépendante. Et ça, c'est à la portée de tous. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous aurez retenu que le projet de loi Sren soulève des questions brûlantes. D'un côté, la sécurité en ligne et de l'autre, la liberté d'expression. Les députés ont tranché sur certains points, mais le débat est loin d'être clos, surtout avec le Sénat en ligne de mire. La question cruciale demeure, comment sécuriser l'Internet sans brider nos libertés? Même s'il existe des modèles à l'étranger, trouver le bon équilibre en France reste un défi de taille. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.